Couillard, bonjour. Bonjour. Merci de nous rencontrer. On parlait un petit peu en aparté avant la vidéo. Vous nous disiez que vous avez de la famille originaire de Montmagny. Ah oui, j'ai des racines assez profondes ici. Mon grand-père est né, d'abord je suis de la famille Couillard, de la vieille famille Couillard qui est très présente ici dans la région. Mais pour ce qui est de mes souvenirs à moi, mon grand-père Jean-Marie Couillard était médecin ici. Mon père Pierre est né ici, a fait sa carrière de professeur à Montréal, puis enterré ici au vieux cimetière de Montmagny. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve ici. Donc vous êtes en terre de connaissance. Et voilà, c'est ça. La première question, M. Couillard, pourquoi avoir l'ambition de devenir Premier ministre quand on gagne très bien sa vie, très bien sa vie dans le privé? Parce qu'on pense qu'on peut faire une contribution à la collectivité, mettre des idées sur la table qui font avancer le Québec, et qu'on est convaincu de certaines des idées au point de vouloir les défendre. C'est ça qui est la motivation de tous et de toutes qui vont en politique, tout parti confondu. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une perception de la politique qui est un petit peu négative en ce moment? On pourrait se dire, on est bien en dehors du cercle politique, oui. Pourquoi y revenir? Mais si on en vient à là, qui voudra s'impliquer, qui voudra participer à ça? La politique, à mon avis, ne peut pas être composée que de politiciens de carrière. Il faut qu'il y ait des gens qui rentrent et qui sortent, qui arrivent avec des expériences diverses, des projets divers, des perceptions diverses de la société. C'est ça qui va enrichir le débat et la qualité de la politique au Québec. Si on maintient une classe hermétique, fermée, qui ne se renouvelle jamais, c'est pas dans l'intérêt du Québec. Vous avez dit récemment, vous avez vu dans certaines entrevues que vous avez parlé de relever le discours sur le fédéralisme au même niveau d'émotion que le discours nationaliste. Oui. Là, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire pour... Le discours indépendantiste. Le discours indépendantiste. Mais comment vous allez faire pour ramener ce même sentiment d'émotion au niveau fédéral? C'est la passion ou de porter sur l'idéal. Parce que, bien sûr, les indépendantistes qui ont une idée tout à fait légitime la défendent, mais ils défendent quoi? Ils défendent une idéal. Parce que c'est jamais arrivé, on le saurait si c'était arrivé. Donc, par définition, un idéal est parfait, lisse, tout va bien aller, ce sera merveilleux. Tandis que nous, les fédéralistes, on parle de la réalité d'aujourd'hui, qui naturellement est faite de friction, de négociations, de tiraillements parfois, comme dans tout système de gouvernement, comme le serait un jour le Québec indépendant si, par hasard, la population décidait d'aller là. Alors, il faut monter le discours fédéraliste au niveau des idéaux, en parlant de quoi? En parlant plutôt que de comptabilité. Est-ce que c'est plus ou moins payant d'être Canadien? Est-ce que c'est bon pour le Québec uniquement? De la qualité fondamentale du fédéralisme, du système fédéral, qui est l'union de communautés diverses sur de grands territoires et la mise en partage sur le plan économique, social et culturel. Est-ce que vous voyez ça à travers certaines missions que vous donneriez, de redonner plus de liberté aux provinces? Non, le fédéralisme actuellement donne beaucoup de latitude. Il y a beaucoup de pays fédérés ou d'États fédérés du monde qui voudraient avoir le degré de latitude et d'autonomie que les provinces canadiennes ont en passant. Dans le cas du Québec, ce qui est particulier, c'est qu'on a une société qui est nécessairement distincte, spécifique, à cause du fait français. Et il faut un jour, comme je l'ai dit, bien sûr, continuer à faire progresser le Québec dans le Canada sur le plan administratif, financier, etc. Mais il faut reprendre un jour ces conversations pour faire en sorte que le Canada reconnaisse formellement le caractère spécifique du Québec. Vous savez que les grands enjeux qui se sont parlés dans les derniers mois, avant les dernières élections et tout de suite après les élections aussi du Parti québécois, on portait beaucoup sur des questions environnementales. Est-ce qu'on doit exploiter le gaz de schiste? Est-ce qu'on doit exploiter le pétrole qu'on a en haute mer, en Gaspésie? Est-ce qu'on doit exploiter autour des lignes d'Anticosti? Je pense que vous avez dit à quelques reprises que vous, pour soutenir les programmes sociaux, ça prenait cette démarche. Ça prenait cette démarche de vouloir exploiter nos richesses. De façon responsable. De façon responsable. Mais là, on peut l'entendre. Mais comment vous faites, si vous êtes le Premier ministre demain matin, alors qu'on sait que le Québec est envahi de certaines notions environnementales très fortes dans les médias, dans les organismes sociaux. Beaucoup de gens sont environnementalistes extrémistes jusqu'à un certain point et vont vous dire, monsieur Couillard, ça n'a pas de sens. Vous allez abîmer nos sols, on l'a vu récemment, il n'y aura plus l'eau potable, sera plus bonne. Vous faites quoi pour contrer ça? Il faut donner des exemples internationaux et rappeler aux gens que devant la multitude de programmes sociaux dont on est fier et auxquels on est attaché, on ne peut pas apporter la réponse à leur financement en taxant sans arrêt les gens. Il faut également profiter des richesses qui sont sous nos pieds, littéralement. Mais ce serait irresponsable de ne pas le faire. À l'inverse, ils vont vous dire aux États-Unis, ils le font, puis il y a des problématiques qui sortent. C'est parce qu'aux États-Unis, on parle toujours de la Pennsylvanie. On ne parle pas des autres États. On ne parle pas non plus de la Grande-Bretagne qui a arrêté l'exploitation des gaz de schiste, qui vient de la reprendre. Après un débat de société d'ailleurs assez intéressant. Alors moi je dirais, allons voir les autres endroits, notamment la Grande-Bretagne. Moi j'aimerais en savoir plus long. Comment s'est fait ce retour à l'exploitation? Quelle a été la forme de débat qui a été entreprise au niveau de la population? Et comment a-t-on encadré cette production? À mon avis, ce serait très dommage et presque irresponsable pour les Québécois de ne pas collectivement tirer parti de ces grandes ressources-là, que ce soit les hydrocarbures
ou les ressources minières. Mais bien sûr, dans une optique de développement durable et avec le respect des communautés. Je pense que l'industrie, dans ces deux domaines-là, les gaz de schiste et le pétrole, a parfois été un peu cavalière avec les communautés. Alors, on ne peut pas contourner ça. On ne peut pas contourner l'acceptabilité sociale. De l'autre côté, il faut que les entreprises disposent d'un cadre prévisible. Alors, le projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement précédent donnait aux municipalités la possibilité de définir des zones d'exclusion, par exemple. Et là, il n'y a pas de loi. Alors, c'est un peu à l'initiative et à l'improvisation qu'on fonctionne. Alors, il est urgent d'adopter une loi cadre pour les hydrocarbures et pour les mines, de façon à ce que les entreprises qui veulent investir au Québec, et on souhaite qu'elles viennent investir au Québec, le fassent dans un terrain de connaissance où l'encadrement et ce qui est possible de faire est connu. Et là, à partir du moment où vous allez, où la population va accepter l'exploitation des richesses naturelles, est-ce que vous n'allez pas redonner finalement un moteur à l'indépendance du Québec? C'est ce que Pauline Marois disait hier soir. Si on fait de la discussion nationale uniquement une question de comptabilité, oui. Et moi, j'en ai jamais fait une question de comptabilité. Je préfère, encore une fois, je le répète, le modèle et l'idée fédérale, de loin, au rétrécissement de nos horizons dans un seul pays, basé sur un réflexe de protection essentiellement. Alors, le choix, pour moi, il est beaucoup plus vaste qu'une simple question de bénéfice. Par ailleurs, sur nos richesses naturelles, moi, je souhaiterais qu'un jour le Québec ne soit plus un récipiendaire de la péréquation. Et on a du chemin à faire pour ça. On est encore loin du niveau de richesse collective qui nous libérerait de la péréquation. Terre-Neuve le fait avec son pétrole offshore, son pétrole marin, mais il y a beaucoup moins d'habitants à Terre-Neuve qu'au Québec. Donc on est encore loin de là, mais il faut avancer dans cette direction-là. Qu'on soit fédéraliste ou pas, c'est dans l'intérêt du Québec d'être moins dépendant des subsides gouvernementaux d'ailleurs. Je vous ai entendu à Rivière-du-Loup, pas entendu directement, mais j'ai lu des articles qui sont parus dans la presse, notamment suite à vos discours à Rivière-du-Loup la semaine dernière, je pense. À Rimouski, au débat. À Rimouski, oui. Où vous avez dit en fait que vous aviez une certaine ouverture sur la diversité syndicale au Québec, dans l'agriculture. Je pense que contrairement à M. Bachand qui disait qu'il soulignait les efforts de l'UPA, la bonne gestion de l'offre, etc., vous et M. Moreau aviez une ouverture un peu plus large. On est allé de deux façons différentes. De deux façons différentes, en disant que peut-être il fallait que la question soit posée aux agriculteurs ou que la diversité était un point de réflexion possible. Oui, d'abord, c'est aux agriculteurs qu'on vient ce choix-là, pas au gouvernement de l'imposer aux agriculteurs. La représentation unique existe depuis 1972. Il est tout à fait bénéfique pour la société et le monde agricole d'en discuter. Je pense que la représentation unique pour les agriculteurs, elle a eu des avantages aussi. En évitant la fragmentation de représentation, je pense que les agriculteurs ont pu faire des gains importants. Et là, de la soumettre à une discussion, ça m'apparaît raisonnable. Moi, par exemple, j'ai suggéré qu'on utilise, plutôt qu'une commission parlementaire qui donne lieu à toutes sortes de débats parallèles, là, de demander à un organisme, dans un mandat spécifique, comme la Régie des marchés agricoles, de mener une consultation à cet effet-là. Mais pas de nous replonger tous les 4 ou 5 ans dans cette question. Il faut, je pense, la mettre sur la table là. Et avant tout, s'assurer que ce sont les agriculteurs eux-mêmes et elles-mêmes qui prennent la décision. Parce que le contexte actuel, je comprends que 72, ça a été, puis je pense que tous les intervenants politiques de tous les partis le disent, le syndicalisme, le monopole syndical a été très très bénéfique à l'agriculture. Aujourd'hui, il y a quand même au sein du Conseil des entrepreneurs agricoles, qui est présidé par M. Cartier, un ancien agropur, 2500 signataires qui sont des membres du Conseil, qui sont bien sûr syndiqués UPA parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui sont membres d'un organisme qu'ils aimeraient voir devenir un syndicat. Comment vous allez gérer ça vis-à-vis d'un syndicat qui a un monopole étatique depuis... Il faut mettre la chose sur la table. Moi, je pense qu'on a toujours eu des bonnes relations avec l'UPA, le gouvernement du Québec. Donc, il faut y aller avec un point de départ d'actif. L'UPA, pour la Société du Québec, c'est pas un passif, c'est un actif. Maintenant, encore une fois, de permettre aux agriculteurs de s'exprimer là-dessus, c'est ce qu'il faut. Au moins une fois, là. Et encore une fois, répétons pas l'exercice tous les 3-4 ans. Mais donnons-leur la liberté de s'exprimer. Peut-être ce que vous suggérez, comme la diversité de représentation à l'intérieur de l'UPA, de différents styles d'agriculture et différents modèles, peut être faite par une réforme à l'intérieur de l'UPA. Peut-être que c'est ce qu'on choisira de faire. Mais donnons encore une fois aux agriculteurs l'espace et le temps pour avoir cette discussion entre eux. Et qu'est-ce qui justifie, versus d'autres secteurs d'activité, que d'autres secteurs d'activité aient des syndicats diversifiés? C'est-à-dire qu'il y en a partout, c'est un des seuls. Qu'est-ce que le fait que les autres secteurs d'activité ont des syndicats diversifiés, alors que l'agriculture devrait maintenir un monopole, est-ce que ça se défend encore aujourd'hui? C'est pas encore une fois au gouvernement de décider ça, c'est aux agriculteurs.
Si les agriculteurs, dans une consultation, décidaient massivement de conserver la représentation unique, c'est leur décision. C'est des gens qui ont des droits et qui doivent s'exprimer. Mais encore une fois, ce n'est pas au gouvernement d'imposer un modèle. Mais je pense que le temps est venu, après 40 ans, d'avoir une discussion sur la question. Certains détracteurs des libéraux. Y en a-t-il? Y en a-t-il? Je vous dirais entre autres, un que je côtoie particulièrement parce qu'il écrit dans un mensuel dont je m'occupe aussi en agriculture, Jean Garon, ancien ministre de l'Agriculture. Presque détracteur officiel des libéraux, oui. qui dit souvent que les libéraux travaillent pour le bien individuel et que les souverainistes travaillent pour le bien commun. Comment vous réagissez à ça? Il faut faire les deux. C'est-à-dire que le bien commun, souvent, c'est la somme des biens individuels également, bien orientés vers l'intérêt commun. On ne peut pas ignorer l'intérêt personnel, on ne peut pas ignorer ce que les gens veulent accomplir pour eux-mêmes, mais il faut s'assurer que ces énergies-là soient canalisées largement vers le bien commun. Alors, c'est tout à fait artificiel de classer les gens en défenseurs du bien commun ou du bien personnel. Les deux sont complémentaires dans tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, les finances, l'économie en général. Mais est-ce que vous craignez cette perception qui, bon là on va voir ce que vous dans la commission de Charbonneau prochainement, mais est-ce que vous craignez cette perception qui flotte un peu sur le gouvernement qui vient de sortir, où on laisse supposer que le bien individuel aurait primé parfois sur des intérêts publics? On verra ce que la commission là, va nous amener. Il faut être prêt d'avance à accepter toutes ces conclusions. En passant, je pense qu'il y en aura pour d'autres formations politiques également. Moi, ce que je mets de l'avant, c'est d'abord de rappeler les actions des gens entreprises, que ce soit la commission elle-même, les unités policières qui ont été mises sur pied, mais également, mon ambition, une de mes 5 idées maîtresses, c'est de ce qu'on appelle un gouvernement ouvert et transparent, c'est-à-dire un gouvernement qui utilise les technologies pour présenter aux citoyens de façon proactive toutes les informations utiles sur les contrats gouvernementaux, sur les nominations, sur les transactions financières, sur les comptes de dépenses d'un et de l'autre. Par exemple, tenez, également, au début d'une campagne électorale, j'aimerais que les citoyens aient une information indépendante sur l'état véritable des finances publiques. Sinon, c'est toujours la même danse. Hein. Le parti qui quitte dit que c'est comme ça, puis le parti qui arrive dit on ne pensait pas que c'était comme ça, donc on ne peut pas faire. D'où votre idée du gouvernement ouvert, je pense. Ouvert et transparent, c'est ça. Alors, c'est un modèle qui existe dans les pays scandinaves, qui a commencé également à Washington, sous le président Obama. Le gouvernement fédéral à Ottawa est en train de mettre sur pied. Je pense qu'il est important que le Québec se joigne à ce mouvement. En soi, la transparence va assainir beaucoup de ce qui entoure la politique à laquelle vous faisiez allusion. Et à mon avis, va diminuer le cynisme des citoyens et se sentir beaucoup plus en contact et confiants par rapport à leur gouvernement que lorsqu'on leur donne les informations à la pièce. Comme Premier ministre, vous feriez quoi, vous, de différent pour le développement d'une région? De différent, je dirais, par rapport à ce qu'on veut dire, par rapport à quoi? Par rapport à ce que fait Pauline Marois actuellement dans sa politique, ou par rapport à ce qu'a fait Jean Charest dans les 9 dernières années? C'est pas encore trop clair ce que fait Mme Marois en développement régional. Elle vient de freiner les mini-centrales. Moi, j'habite dans une région, en passant, j'habite au Lac-Saint-Jean. Alors, je suis très familier avec toutes les réalités que vous décrivez. Le problème de décroissance de population, le problème agricole, le problème forestier, c'est très présent dans la région où j'habite. Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur non plus de dire que c'est Montréal ou les régions, ou c'est les villes ou les régions. Les régions ont besoin absolument d'un Montréal florissant, de même qu'une capitale également active. Ce n'est pas au détriment les uns des autres. Par contre, ce sur quoi nous voulons baser notre discours économique, par exemple l'innovation, le transfert technologique, la compétitivité, ça se fait autant en région qu'en ville. Tantôt, je vais voir un incubateur ici à la Pocatière pour voir ce qu'on crée comme entreprise à partir des nouvelles connaissances dans le domaine agricole. Donc, ce n'est pas uniquement l'innovation appliquée dans l'aéronautique ou l'informatique. Ça existe aussi également en foresterie, en pêcherie, et je vais voir tantôt dans le bioalimentaire, dans l'agriculture. Alors, c'est une approche identique, mais qui se module selon les réalités des régions. Mais je veux qu'on occupe notre territoire partout. Donc, vous voyez une connexion facile entre les intérêts des régions et les intérêts des grands centres? C'est évident, hein, que ce soit sur le plan agricole ou sur la nécessité qu'on a, nous, les Québécois, d'occuper notre territoire. Je pense que les intérêts sont complémentaires. On sait, quand vous avez quitté la politique, vous êtes parti travailler en Arabie Saoudite. Non, puis je travaillais en Arabie Saoudite entre 92 et 96. C'était avant. Quand j'ai quitté la politique, j'ai fait un peu de consultation pour le ministre de la Santé, mais quelques jours par année. Je n'ai pas travaillé. Mais moi, je faisais donc plutôt référence, en fait, après votre départ, votre lien en fait avec le ministre de la Santé d'Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'on peut devenir Premier ministre du Québec puis défendre certaines social-démocraties fortes quand même, et en même temps avoir avec soi
cette perception de contact avec la théocratie Arabie Saoudite. Vous savez que tout le Québec et le Canada a des contacts avec ces pays-là, que ce soit les universités, les entreprises. Il y a des milliers de Québécois qui ont travaillé là. Au même titre, ça ne fait pas pour autant des partisans du mode de vie saoudien ou des coutumes saoudiennes. Mais il faut savoir également que le ministre de la Santé de ce pays est un chirurgien entraîné au Canada chez nous. Il y a 800 chirurgiens actuellement, médecins et chirurgiens, qui sont en entraînement au Canada. Il y a plus de 20 000 étudiants universitaires, donc ces contacts-là existent. Et le fait de les entretenir, qui est dans l'intérêt de notre pays et du Québec d'ailleurs, ça ne signifie pas qu'on adhère à leur mode de vie ou à leur société. D'ailleurs, en passant, c'est peut-être intéressant pour les lecteurs de le savoir, dans la vie, bien sûr, ils ont beaucoup plus de moyens que nous avec les ressources pétrolières, mais il y a un système universel public pour tous les citoyens gratuits là, sur place. Alors, paradoxalement, c'est un système qui essaie de ressembler au nôtre, mais bien sûr avec beaucoup plus de moyens que ceux dont on dispose. Mais vous savez, les mêmes questions se posent là-bas. Alors, quand j'allais 2-3 jours par année faire des réunions là-bas avec d'autres collègues d'ailleurs du monde, c'était pas moi, c'est un groupe international, de quoi parlait-on? On parlait de soins de première ligne, de coordination des soins, de maladies chroniques, de prévention. Exactement les mêmes sujets que tous les pays discutent actuellement. Puis là, quand vous allez retomber en politique active, parce que ça se pourrait qu'au mois de mars, vous deveniez... On verra. On verra, mais il se pourrait. Il se pourrait parmi trois... Qui vivra verra. Qui vivra verra. On verra, il y a quelqu'un qui a dit ça récemment en politique, mais ça n'y a pas réussi beaucoup pour l'instant. Mais il se pourrait que vous soyez en fait chef du Parti libéral et peut-être un jour ministre du Québec. Donc là, vous avez été déjà ministre de la Santé. Vous, on sait que le boulet un peu... Le boulet que le Québec traîne quand même depuis quelques années, c'est toujours cette perception que dans la santé, on a beau arriver avec des médecins, avec des gestionnaires, des médecins, on recommence toujours la roue et on finit toujours, on attend toujours le même 12 heures ou le même 17 heures aux urgences. À part le fait que vous arriveriez à convaincre les Québécois qu'il faut, mettons, investir dans les ressources naturelles, avoir de l'argent et puis payer plus le monde, comment vous allez faire pour régler le problème de la santé? Mais il faut pas autrement que ce que vous faisiez à l'époque. Il ne faut pas perdre le cap d'abord. Il ne faut pas perdre le cap sur les principes. On est tous, en grande majorité, attachés au système public universel financé par l'État, et ça change pas. On a besoin d'un système qui devient encore plus performant, bien sûr, mais qui continue sur sa lancée. Ici même, votre hôpital a été, je le sais personnellement, a été rénové. Et ça a permis d'attirer des médecins. Et le phénomène d'engorgement des urgences, s'il existe à Montmagny, il existe également dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, c'est encore plus compliqué parce que la population est plus vaste. Et ça va passer par les médecins de première ligne, ça va passer par les soins à domicile, ça va passer par les cliniques sans rendez-vous pour les villes, pour que les citoyens aient une autre place que d'urgence pour aller consulter. Tout ça va se faire. D'ailleurs, vous avez vu ce matin dans les journaux, on annonçait 500 médecins de plus au Québec. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on a littéralement ouvert les vannes, ouvert les portes des facultés de médecine à partir de 2003 et on commence à peine à voir les résultats de ça. Donc moi, je suis très confiant pour le système de santé. On sait comment les autres pays s'y prennent, on va emprunter de leur méthode et on va continuer dans la même direction. Et aurez-vous, en tant que Premier ministre du Québec, éventuellement une ouverture à ce que certaines pratiques privées des médecins existent dans elle existe un peu, c'est-à-dire que les gens souvent confondent la clinique des médecins. Il doit y avoir ici une polyclinique de médecins. Il y a un GMF, je pense, ici, bien connu d'ailleurs, à Montmagny. C'est une entreprise privée, propriété privée, financée par l'État, même la Régie d'assurance maladie. Donc la présence du secteur privé existe déjà. Moi, je pense que tant qu'elle est sous l'égide du payeur public et qu'elle ne génère pas plus d'inégalités, c'est tout à fait acceptable. D'ailleurs, l'ensemble des pays de l'OCDE font ça. C'est la raison qu'on le fasse. Mais les gens confondent souvent le financement privé, la prestation privée des services. Tout ça est un peu mélangé, là. Mais souvenons-nous encore de cette réalité. Votre clinique médicale ici, c'est une entreprise privée. Merci, M. Merci. Couillard, et bon appétit. Merci beaucoup.